Je vais peut-être commencer déjà par planter le décor. Vous avez entendu Monsieur Chaplet, hein, tout l'aspect historique, le nombre d'organisations sportives qui sont là en Suisse. Est-ce que c'est une bonne chose de les avoir, toutes ces organisations? Oui et non. Donc, bien sûr, c'est d'un point de vue économique très important. C'est plus de 2500 places de travail et des impôts qui vont avec, etc. Et puis, bien sûr, il y a un risque réputationnel, comme on dit, surtout depuis le début du 21e siècle avec ces affaires. Donc, 99, c'est le scandale de Salt Lake City qui touche le CIO, mais ensuite, la FIFA, l'IAF, c'était rappelé, et d'autres. Le sport, l'image du sport a beaucoup évolué. Pas dans le bon sens, à mon avis, depuis le début du XXIe siècle. Donc, c'est négatif de ce point de vue. Mais est-ce que ça touche la Suisse? Bon, ça, c'est des études plus détaillées qui pourraient le dire. Mais peut-être quand même, sans doute. En tout cas, le Conseil fédéral a fait un rapport en 2012, qui s'inquiétait parce qu'il y avait déjà des bruits de scandales à la FIFA, qui s'inquiétait de ces scandales. Alors, vous retenez l'image, l'image négative. Quentin Tonnerre? Oui, je pense qu'on peut considérer la question sous différents aspects. Un aspect, c'est de dire, OK, pour les intérêts nationaux, qu'est-ce que ça représente effectivement en termes vraiment de réel politique, donc de point de vue rationnel pour la Suisse, est-ce que c'est intéressant? On peut aussi se demander du point de vue du sport international, et si on croit dans le modèle fédéral européen du sport, qu'on opposerait donc aux ligues professionnelles américaines, qui sont des modèles sportifs très différents. Si on croit dans ce modèle, alors où est-ce que ces fédérations sont le mieux? Et peut-être que là, on a aussi un élément de réponse en se disant, en Suisse, dans un État démocratique, avec une démocratie si forte, alors ces institutions sont peut-être à la bonne place si l'on veut pouvoir les développer dans le sens dont Nicolas Bidault parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un sport de demain réinventé vers de nouvelles valeurs, évidemment, des valeurs qui sont celles aussi, et c'est très actuel dans le monde du sport international, des droits humains. Mais elle bénéficie aujourd'hui d'avantages sociaux, d'avantages fiscaux, d'avantages diplomatiques. C'est légitime, ça, Nicolas Bidault? C'est à vous que je pose la question. Oui, alors, bon, tout d'abord, la Suisse a vocation à être un hub international. Hein. La Genève internationale, finalement, favorise le fait qu'on ait aujourd'hui des fédérations sportives ici. Ça a été mentionné en partie, mais il est vrai que puisqu'on a la Genève internationale, puisqu'on a des multinationales, il y a quand même un espèce de monde de l'expatriation qui fonctionne bien. Qualité de vie d'un côté, ce qui n'a peut-être pas été mentionné par M. Chaplet, c'est aussi la qualité des fonctionnaires de ces différentes fédérations. Hein. On a quand même des universités, des capacités linguistiques qui font que les associations, les fédérations vont trouver les bons fonctionnaires pour faire marcher la chose. Preuve en est, ces secrétaires généraux qui ont dirigé ces différentes fédérations. Donc, oui, je pense qu'on est quand même dans une carte classique de la Suisse. Ça a été mentionné, neutralité, hub ouvert. C'est bien ce que vous avez dit, j'adhère totalement. Le fait que si vous posez la question à l'inverse, est-ce que ces fédérations dans des pays où la qualité du débat, du dialogue n'était pas aussi forte que chez nous, qu'est-ce qu'il en serait? Parce que le sport ne s'arrêtera pas demain. Donc, ça, c'est très intéressant. Je pense qu'on a quand même la capacité d'avoir ici un sens critique, des débats qui sont organisés autour de ces fédérations. Donc, je pense que ça s'inscrit quand même dans une tradition. Après, sur la fiscalité. Alors ça, Monsieur Lebas, Monsieur Brolis seraient très contents, parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui a amené, hein, c'est ce chiffre de plus de 100 millions de revenus, etc., qui compte. Et ça, là, de nouveau, on est quand même dans une tradition totalement suisse, hein, où on est effectivement un peu dans un rapport de tension, des avantages fiscaux d'un côté, et puis un minimum d'éthique, et puis les impôts qui rentrent. C'est quand même une bonne partie de notre bien-être. Donc, autant on a Philippe Maurice, autant on a des fédérations sportives. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas reconnu les problèmes. Et ça, c'est une chose qu'il faut souligner. C'est vrai que dans un certain nombre de questions parlementaires, dans un certain nombre d'interventions d'ONG aussi, on a poussé le gouvernement à être un peu plus strict sur ce qui peut être lié à la corruption et les malfonctionnements. Alors, on n'a pas touché au statut fiscal, on n'a pas touché au statut d'association, la plupart du temps, qui génère ces fédérations sportives, mais on a été beaucoup plus dur sur la possibilité de poursuivre d'office ce qu'on considère comme étant de la mauvaise gouvernance. C'est cette fameuse l'ex-FIFA
qui est en fait une adaptation du code pénal qui permet de poursuivre beaucoup plus facilement en fait tout soupçon d'irrégularité. Et ça, je pense que c'est une réaction qui est correcte. Et encore une fois, dans d'autres pays, est-ce qu'on l'aurait? Pas sûr. Il y a plusieurs moyens, effectivement, d'exiger d'organisations sportives internationales pour leur garantir les avantages fiscaux, dont, par exemple, et d'autres avantages, parce que c'est bien plus que des avantages fiscaux dont elles bénéficient, c'est des avantages administratifs, du soutien logistique, etc. On peut aussi, c'est dans la stratégie suisse et de la Confédération, que de demander, et ça sera peut-être dans les pistes à venir, de demander à ces organisations qu'elles prouvent une meilleure gouvernance, une bonne gouvernance pour bénéficier à l'avenir de ces avantages. Et ça, je pense que c'est une piste intéressante. Ce dont il faut se souvenir, c'est que le CIO, par exemple, est exonéré de l'impôt sur le revenu et la fortune en Suisse depuis 1977. À l'époque, c'était déjà un grand débat, mais le plus grand débat qu'a connu le CIO sur cette question, c'est sans doute la question de la taxe sur la valeur ajoutée en 1995. À l'introduction 1995 de cette nouvelle taxe, le CIO veut tout de suite en être exonéré. Au départ, on ne sait pas trop si c'est pour des avantages financiers, des avantages administratifs. En fait, c'est essentiellement des avantages administratifs sur la TVA. Et ça va provoquer beaucoup de débats parce que le Conseil fédéral, 3 ans plus tard, va accepter de retirer de cette exonération, sauf qu'on est en plein pendant la candidature de Sion pour les Jeux de 2006, et le professeur Chaplet s'en souvient sans doute bien. Et c'est tollé populaire, plainte à l'encontre du Conseil fédéral Adolphe Guy qu'on accuse de vouloir d'une forme de corruption d'État finalement, et le CIO va finalement retirer sa demande au dernier moment. Pour autant, il n'a pas quitté la Suisse, d'autres fédérations internationales se sont installées dans le pays entre-temps. Donc on peut se dire que la présence de ces organisations ne dépend pas uniquement de ces questions fiscales, mais elles en font évidemment partie. Il y a un peu ce sentiment paradoxal, c'est-à-dire qu'en même temps, la Suisse, entre guillemets, leur déroule de tapis rouge, c'est normal pour ce qu'elles apportent, vous parliez d'économie, etc. Et en même temps, serre la vis au niveau de la justice. Alors, c'est une relation un peu, je ne sais pas, Monsieur Chaplet, amour, haine. Oui, tu as de droit, et donc, bien sûr, c'est normal que la justice s'intéresse à tous les organismes, toutes les personnes qui sont en Suisse. Beaucoup d'autres pays attribuent des privilèges fiscaux. Enfin, d'ailleurs, les privilèges fiscaux sont essentiellement dans le canton de Vaud. D'autres cantons, comme celui de Zurich, n'ont pas les mêmes du tout. Même la FIFA paye des impôts. Bon, certains disent pas assez, bien sûr, etc. Mais il ne faut pas oublier que les salariés de ces organisations payent des impôts, bien entendu. C'est ça qui est le plus intéressant, à mon avis, pour la Suisse. Et encore une fois, Monaco, la Malaisie, puisque une fédération est en Malaisie, à Kuala Lumpur, ont donné des exonérations fiscales. Et pas que dans le domaine du sport, bien entendu, il y a beaucoup d'autres organisations en Suisse qui ont des organisations fiscales. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une question du Conseil national, un conseiller national qui a demandé la liste. Et il y a une très, très longue liste que vous pouvez lire dans, de nouveau, le bulletin du Parlement. Juste pour ajouter, pour cette histoire de TVA qui a effectivement été désastreuse pour la candidature, le Conseil des États avait voté oui à l'exonération fiscale. Et c'est après coup que le Conseil national allait peut-être voter non, et que le CIO a préféré retirer sa demande. Je ne veux pas insister sur les choses qui ne fonctionnent pas, hein, mais bon, on va dire que c'est les journalistes qui font ça. Mais la FIFA, cette affaire, Michael Lauber, la plainte pénale contre Gianni Infantino, ça, franchement, ça fait tâche pour l'image de la Suisse. Peut-être d'abord Nicolas Bidot, je donne toujours la parole, mais c'est vous, monsieur l'image. Franchement, ça, en termes de réputation, la FIFA qui dit qu'elle va peut-être partir à Paris, est-ce qu'on va vraiment insister pour que la FIFA reste en Suisse? Allez, je la pose comme ça. Ouais, bon, en termes d'image, évidemment, c'est pas bon. Je dirais plutôt, mais c'est pas non plus une surprise si notre image est très bonne, mais elle a un certain nombre de points négatifs. Et ces points négatifs sont ceux-là, clairement. C'est-à-dire un pays dans lequel effectivement on ne paie pas beaucoup d'impôts, un peu profiteur, qui fait pas toujours qui est relativement souple par rapport à la gouvernance de ces organisations internationales. Donc ça, effectivement, c'est pas bon, mais c'est pas non plus une révolution. Par contre, ce qui est intéressant, on parlait des possibilités de cadrer ces fédérations. Aujourd'hui, le
scandale, oui, du point de vue des médias, la polémique, on va dire, Infantino, FIFA, Lauber, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'on parle de ça partout. Et au fond, aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur garde-fou. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de règles, de gouvernance, etc. Cette rapidité, cet appétit que vous avez, vous, les médias, pour les scandales, font pas mal, en fait, en termes d'obligations pour toutes les multinationales, par ailleurs, d'être de plus en plus propres. Et ça, évidemment, c'est une tendance qu'on sent bien. Monsieur Chaplet, je vous voyais hocher de la tête quand j'ai dit que ça fait tâche, alors je vous laisse réagir peut-être quand même. Et je ne suis pas le seul à le dire, enfin, bien sûr, M. Bidot le dit, mais aussi, par exemple, un conseiller national à Genève l'a dit très clairement qu'il fallait absolument que la justice suisse puisse réagir. Et c'est ce qu'elle a fait. Et M. Lauber en a tiré les conséquences. Enfin, moi, je ne suis pas fonctionnaire fédéral, donc je peux me permettre de le dire, mais je pense qu'il a bien fait, parce que de toute façon, il allait dans le mur. Paradoxalement, ces poursuites judiciaires, on sait qu'il y a une grosse concurrence pour avoir, dans le monde pour avoir ces organisations. Hein. Est-ce que, à l'inverse, ces poursuites judiciaires ou c'est le fait que la Suisse enquête pourrait faire fuir ces organisations ailleurs? Je ne sais pas lequel d'entre vous a envie de répondre. La question se pose toujours et c'est difficile de répondre parce que ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend beaucoup de discussions de coulisses qui nous échappent très largement. Ça va dépendre aussi des rapports de ces organisations, principalement du CIO, mais avec le Conseil fédéral à une certaine époque, avec l'administration fédérale, que ce soit dans l'administration fédérale, que ce soit le département des affaires étrangères, que ce soit sur des questions de justice, le département de justice et police, que ce soit le département anciennement militaire, aujourd'hui de la défense de la population, de la protection de la population et des sports, et donc de l'Office fédéral du sport qui en dépend, parce qu'on a là des fonctionnaires qui travaillent parfois très étroitement avec ces organisations et des fois pas. Et donc, ces organisations vont, quand elles s'entendent très bien avec les autorités fédérales, ne vont pas le plus souvent menacer de départ. Par contre, quand on sent une distance, et cette distance est arrivée historiquement la plupart du temps quand on a eu des périodes de scandale, on a connu évidemment avec le FIFA Gate, avec le scandale de Salt Lake City, fin des années 90 pour le CIO, c'est là que ces relations se tendent. Parce que sur la question de la justice, je pense, sur les rapports entre la justice suisse et le sport international, finalement, on arrive aujourd'hui avec l'affaire Lauber, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. On a un exemple, à la fin des années 79, on a un procès ici à Lausanne qui se déroule, qui est celui le comité olympique taïwanais face au CIO. Le comité olympique taïwanais veut une certaine dénomination, un certain drapeau pour participer aux Jeux olympiques. Le CIO défend la Chine et s'oppose à ces souhaits du comité olympique. Et bien à ce moment-là, l'ambassadeur de Suisse en Chine, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche des affaires étrangères suisses et leur dit, bon, on connaît votre tradition de séparation des pouvoirs en Suisse, mais on aimerait quand même que vous touchiez un petit mot aux acteurs concernés de l'importance diplomatique de l'affaire. Le département fédéral des affaires étrangères va se tourner vers le département de justice et police et demander effectivement de faire pression sur les autorités judiciaires compétentes pour que les conséquences ne soient pas fâcheuses, c'est dit en ces termes-là. Évidemment, quand on a des organisations avec une telle importance, elles n'avaient pas l'importance qu'elles ont aujourd'hui dans les années 70 et 80 sur le territoire national, ça a une influence sur les rapports entre la justice et puis ces organisations. Donc, voilà, c'est des questions qui se posent évidemment. Est-ce que c'est évitable? Sans doute, mais on a une partie de la réponse avec ce qu'a dit M. Bidot tout à l'heure. Les scandales, le fait que ça soit repris très fortement par les médias et à l'international, c'est une forme de garde-fou et c'est ce qui a permis notamment la levée d'immunité maintenant contre M. Lauber. Et c'est qu'elles ont quand même beaucoup de liberté en Suisse. L'État devrait mettre plus son nez dans ces organisations, s'en mêler un peu plus. Monsieur Chaplet, je vous en prie. Encore une fois, on est dans un état de droit, donc l'État peut faire un certain nombre de choses, et puis en plus c'est compliqué par le fédéralisme, mais bien sûr, il faut que la loi soit respectée, il faut que non seulement le statut de l'association, mais qui a été renforcé effectivement depuis quelques années, et puis d'autres lois qui interviennent, et c'est le rôle de l'État de faire respecter la loi, mais pas au-delà.
Enfin, les pressions, bien sûr, sont toujours possibles et ont sûrement lieu, mais il y a quand même la notion d'indépendance de la justice, par exemple. D'ailleurs, cette affaire de Taïwan s'est terminée, comme tu sais, par le retrait de la plainte des Taïwanais, parce que c'était la seule façon pour le CIO de ne pas être traîné devant les tribunaux cantonaux de Lausanne. Elle-même engage des réformes. Alors, on sait qu'il y a des réformes au CIO. Ce sont des vraies réformes. Des choses se passent, notamment en rapport avec la corruption, là, toujours sur la même thématique. Moi, j'en suis persuadé. Oui. Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais en termes de gouvernance, il y a eu beaucoup d'évolutions. Bon, c'est vrai que le CIO a été touché très tôt, en 1999, avec le scandale de Salt Lake City. Il y a eu des réformes très importantes à la suite. Par exemple, la limitation du mandat du président à 12 ans, enfin 8 plus 4 officiellement, alors que le prédécesseur des présidents actuels, c'était 21 ans. Donc, il y a eu des réformes. Bien sûr, on peut toujours aller plus loin. C'est pour ça que moi, je parle de meilleure gouvernance, et non pas de bonne gouvernance absolue, toujours valable éternellement, etc. À mon avis, ça n'existe pas. Il faut viser une meilleure gouvernance que la gouvernance actuelle, qui est bien sûr pas parfaite, qui est parfait. Vous dites aussi voir qui va prendre la tête de ces organisations, hein, les prochains présidents, hein, Monsieur Chaplet. Vous parlez de ça aussi. Vous dire qui sera le prochain président ou la prochaine présidente. Oui, mais on compte sur eux. On compte sur eux ou sur elles. Et puis, surtout, je pense que ces personnes seront suffisamment intelligentes pour voir qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Aujourd'hui, on va se projeter maintenant. On a fait un petit peu le constat de l'image. Aujourd'hui, l'actualité, l'urgence, c'est le coronavirus quand même. Hein. On est en plein dedans, qu'on le veuille ou non. Question toute bête, hein, c'est un coup dur pour toute la place olympique, où il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Je pense au CIO notamment. Hein. Si je peux me permettre, évidemment, c'est très, très différent pour toutes ces organisations qui ont toutes des tailles et des moyens extrêmement différents les unes des autres. Les plus petites fédérations avaient besoin d'argent. D'ailleurs, la Confédération leur a proposé des prêts remboursables. Elles n'ont pas fait appel à cette proposition pour la simple et bonne raison que le CIO, lui, a proposé d'en venir en aide aux fédérations internationales, ce qu'elles ont préféré. Donc, c'est ce qui est une bonne chose. De la même façon, elles perdent aussi, d'une certaine manière, une indépendance en dépendant de manière plus importante du CIO. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'est mieux que ce soit le CIO qui finance dans ces moments de crise ces organisations, que ce soit effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, par le biais soit de personnes d'oligarques, que ce soit par le biais d'États non démocratiques. Donc là, c'est sans doute la moins mauvaise des solutions. L'autre point très important, c'est que effectivement, on le disait, ces organisations n'ont pas toutes la même taille et pas tous les mêmes moyens. Vous avez cité le cas de la FIFA et du CIO. Ces deux organisations ont une grosse expérience en termes de gestion de crise. On parlait du FIFA Gate tout à l'heure et du scandale de Salt Lake City. Ce sont autant de crises qu'ont dû traverser ces organisations et donc autant de moyens qu'elles ont dû mettre en œuvre pour gérer ces crises. Et le CIO, très nettement, après Salt Lake 98-99, après le scandale de 98-99, eh bien, s'est réformé complètement d'une part, et d'autre part, a gonflé énormément son service de communication, a pris toute une série de mesures qui lui permettent aujourd'hui de traverser plus facilement, si on veut bien, les crises. Donc, pour répondre à votre question, ne sont pas du tout égales, évidemment, face au problème du coronavirus. J'aimerais bien entendre Madame Fèvre, on ne l'a pas beaucoup entendu. Vous avez organisé les GOJ. Alors bon, vous êtes passé entre les gouttes, hein, c'est-à-dire que les GOJ ont eu lieu, puis après, paf, confinement. Donc vous avez de la chance. Mais aujourd'hui, sur le quotidien, votre quotidien avec le coronavirus, comment ça se passe ? Effectivement, il faut le dire, on a eu énormément de chance. On a été le dernier événement majeur multisport qui a eu lieu, et puis encore peut-être pour un certain temps, on l'espère pas. On espère que la planète sport va reprendre, est en train de reprendre vie, et puis va pouvoir se redévelopper et retrouver
et retrouver sa flambeur d'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde souffre dans le milieu du sport, mais pas que dans le sport, on en est conscient. Les athlètes ont dû s'adapter, les jeux ont été repoussés. Pour nous, Lausanne 2020, forcément, on avait encore plein de projets, on était encore dans le momentum. Tout est un petit peu tombé en soufflet. Maintenant, on a des projets d'héritage à mettre en place. Donc, pour l'instant, je peux dire qu'on n'est pas encore trop impacté. Voilà, parce que l'événement majeur est derrière, il n'est pas terminé, mais l'événement s'est déroulé dans des bonnes conditions. Est-ce que cette crise pourrait desservir à la Suisse, dans la mesure où la Suisse est un pays cher? Je veux bien nommer quelqu'un, Nicolas Bidou, allez-y. Je laisse répondre qui a envie. Non, mais je ne sais pas, peut-être je sais pas, certaines organisations en manque d'argent se délocaliseraient parce que la Suisse est chère et puis qu'on est dans une situation économique un peu compliquée liée à cette crise du coronavirus. Ouais, Voilà. de ce point de Oui, vue-là, de ce point de vue-là. très clairement, je pense qu'on a un vrai danger. Ça dépendra évidemment de savoir comment est-ce que la suite se développe, notamment dans notre capacité à générer des revenus à travers les exportations. Je pense que si effectivement la machine de prospérité suisse se grippe, ça va être complexe. Parce que là, on n'arrivera plus effectivement à faire face à un certain nombre de standards minimaux qui permettent d'avoir les fédérations aujourd'hui. La Suisse de demain pourrait être effectivement beaucoup plus chère, ce qui est renforcé par le franc fort, qui est une valeur refuge aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qu'on sent déjà au bout du lac, à Genève, par rapport aux organisations internationales, qui certaines d'entre eux doivent partir, tout simplement parce que c'est plus tenable. Ça risque aussi d'arriver dans le domaine des fédérations sportives, je pense. Monsieur Chaplet, c'est l'inconnu quand même, hein? Ça, c'est une inconnue quand même. Hein? C'est une inconnue, mais c'est sûr que c'est le principal problème, la cherté de la Suisse et du franc suisse en particulier, parce que les revenus de ces organisations sont beaucoup en dollars et les dépenses sont en francs suisses. Donc là, il y a un décalage important et il y a déjà eu un certain nombre de fédérations qui ont décidé que non, finalement, elles se repliaient ailleurs. Et ça freine sûrement l'arrivée de nouvelles fédérations, même si celles qui pourraient arriver sont relativement petites. Il y a quand même quelques grosses fédérations encore qui pourraient être attirées et qui, à mon avis, ont mis en suspens leur volonté de venir. C'est vrai qu'il y a eu quand même toute une volonté de venir encore récemment, mais voilà, je pense que la crise a gelé en fait ces projets. Mais, donc, c'est le principal problème. C'est le problème de la cherté de la Suisse, mais on ne peut pas faire grand-chose, effectivement. Oui, je vous en prie, Virginie Fèvre. Oui, c'est juste si je peux rebondir un petit peu. On parlait des aides de la Confédération qui ont été peut-être refusées, mais malgré tout, je crois que les employés des fédérations ont pu bénéficier des RHT. Je crois que c'est aussi un système qui fonctionne bien. Je pense que c'est important de le dire, qu'il y a une certaine sécurité, que si tout s'écroule, malgré tout, ici, ils ont une aide. Et puis aussi, ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que on a toutes, je pense, ces fédérations qui sont ensemble, qui sont regroupées par exemple à la Maison internationale du sport. Et puis maintenant, avec cette incapacité de voyager, alors oui, on fonctionne, on communique par visioconférence, mais il y a aussi cette proximité, je pense, qui est intéressante pour ces fédérations. Ils peuvent continuer aussi à se voir dans les couloirs, à discuter, à échanger. Et puis, ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important. Et puis, ces bonnes relations, on parlait de ces relations avec la Confédération. Je crois qu'on a eu de la chance avec les JOJ. On a co-construit ces jeux avec le CIO. On a une relation qui a été très proche, excellente. Et puis, ça a permis aussi aux autorités ici, régionales, cantonales, la ville, puis aussi la Confédération, d'améliorer ces relations. Et puis, là, quand la crise est arrivée, je pense que c'était plus facile de pouvoir régler ça. Enfin, ils ont eu au niveau communication, peut-être une facilité à ce niveau-là. Ce que dit Virginie Fèvre est extrêmement juste, je pense, parce que les fédérations, les organisations sportives internationales en général ne sont pas juste là pour les questions d'argent. Elles sont là parce qu'elles ont des qualités de service absolument extraordinaires. La présence du CIO est quelque chose d'absolument central. Et une chose qui est peut-être plus nouvelle, mais c'est effectivement l'intérêt
très important de la Confédération pour le sport international, alors qu'il peut être variable ou estimé par certains pas encore suffisante, mais l'intérêt, ce qu'a montré la Confédération sur la proposition de ces prêts, par exemple, aurait été tout à fait inimaginable il y a encore quelques décennies, quand la maturation de ce qu'on peut appeler une diplomatie sportive de la Confédération n'était pas du tout encore aussi avancée. Si on regarde, il y a même encore 15 ans, les discussions entre la Confédération et le CIO, on parlait des accords tout à l'heure, alors le CIO n'a pas obtenu l'accord de siège qu'il souhaitait. Il a obtenu l'accord de 2000 qui était un accord bilatéral. Il n'a pas obtenu l'accord de siège qu'il souhaitait dans le cadre des négociations sur la loi sur l'État hôte de 2007. Donc, ça a été une période difficile. On peut dire aujourd'hui qu'on est à un autre stade et que notamment depuis 2015 et le centenaire du CIO à Lausanne, il y a eu vraiment des discussions extrêmement étroites entre les autorités fédérales et le Comité international olympique. Tous les problèmes ne sont pas réglés. De nombreuses demandes sont encore sur la table, mais les relations sont bien meilleures. Le Covid, c'est un tournant, ça pourrait être un accélérateur, obliger la place olympique à se réinventer un peu plus vite, vous pensez? Monsieur Chaplet, tiens, je vous regarde. Vous l'avez dit, le Covid, c'est un tournant, vous l'avez dit. Hein, bien sûr, c'est l'occasion de se réinventer, tout le monde le dit. Comment exactement, ça c'est beaucoup plus dur à dire. C'est sûr que moi j'étais surpris moi-même aussi que la Confédération fasse cet effort particulier, bon, à travers des prêts, mais enfin, c'est quand même, n'est pas que pour le sport international, aussi pour les clubs, pour le sport plus populaire ou plus directement concernant la population. Donc, et là, c'est plutôt des subventions, à fond perdu, comme on dit. Donc, c'est quand même surprenant. Peut-être qu'il y a 10 ans, 20 ans en arrière, ça n'aurait pas été le cas. La place du sport a été, je pense, véritablement reconnue par le Conseil fédéral. Pour le futur, il faut se réinventer, d'accord, mais vous savez que dans ces fédérations, ce qui marche bien, ce que je sais, c'est les présidents. C'est les présidents qui commandent quand même malgré tout. Et qui sont les présidents? On l'a vu pour l'installation des sièges, hein, les présidents suisses ou les secrétaires généraux, souvent, ils sont aussi très importants. Et ben, c'est le défi qui se présente pour les années qui viennent, puisque plusieurs présidents, bon, bien sûr, Sepp Blatter n'est plus président de FIFA, a été remplacé par Gianni Infantino, ça c'est il y a quelques années, mais prochainement la Fédération internationale de ski aussi, qui était dirigée par des Suisses depuis 1951, sauf erreur. Gianfranco Casper prend sa retraite l'année prochaine. Qui va le remplacer? Bon, il y a un candidat suisse, bien sûr, mais ça a toujours été très contesté avec les Autrichiens, par exemple. Et puis aussi René Fasel, qui part de la présidence de la Fédération internationale de hockey sur glace, qui est basée à Zurich. Selon qui seront les futurs présidents, les futurs secrétaires généraux, peut-être il y aura des conséquences sur la place olympique suisse. Alors, la Suisse. Pardon, je termine juste. Et ça, c'est une question diplomatique, à mon avis. Par exemple, quand la présidence de l'IAAF, qu'on appelle maintenant World Athletics, était en concurrence pour remplacer, était en jeu, et ben, la diplomatie britannique s'est vraiment engagée à fond derrière Sébastien Coe, qui a d'ailleurs été élu. La Suisse, si on se projette maintenant un petit peu, est-ce que la Suisse peut se positionner comme la place olympique suisse, comme plus propre, moins chère? C'est ça les enjeux. Par exemple, on l'a vu aux Jeux olympiques. J'adore quand vous rigolez. Non, mais les Jeux olympiques de la jeunesse, hein, ça a été un petit exemple de ce qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'on pourra le faire avec des vrais grands Jeux olympiques? J'en sais rien, vous allez répondre à cette question, mais Virginie Fèvre, vous avez testé des choses, par exemple, là. Oui, alors à notre niveau, et puis c'est vrai que les Jeux olympiques de la jeunesse sont un excellent événement pour ça, où on peut justement essayer d'innover. On a cette liberté, alors liberté entre guillemets, parce que voilà, tout n'est pas facile à mettre en place, mais on a pu effectivement essayer de tester des nouvelles choses, essayer de construire des jeux intelligents, durables, et puis à taille humaine. Et la volonté, c'était plutôt que ce soit l'événement qui s'adapte à sa région, et pas l'inverse. C'est possible, ça, pour des vrais Jeux olympiques. D'ailleurs, vous quatre, est-ce que les quatre, vous croyez aux Jeux olympiques encore? Parce qu'il faut dire que la population y croit de moins en moins. Hein. Je ne sais pas qui veut commencer. Nicolas Bidault, je vous en prie.
Bon, tout d'abord, sur la première question, est-ce que le mouvement olympique, comment il se passe, développé par rapport au Covid? Moi, ce qui me frappe, c'est tout d'un coup la mise en danger du spectacle, tel qu'on l'a connu dans les Jeux romains. C'est un peu ça quand même qui font les Jeux olympiques aujourd'hui, c'est-à-dire des milliers de personnes qui se retrouvent, athlètes, publics, etc. Si cette dimension spectacle n'est plus possible à l'avenir, alors effectivement, on va probablement accélérer une mue du mouvement olympique qui va ressembler probablement à ce que vous venez de dire avec talent, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la région et pas l'inverse. Et ça, on l'a senti, hein, les Suisses, dans mon petit World Club à la fin, je n'ai pas mis comme solution faire des JO en Suisse, c'est raide. C'est plus possible, on pense différemment. Cette question spectacle, évidemment, on va poser la question de l'argent, parce qu'une bonne partie de l'explosion des budgets, que ce soit sur les grosses fédérations, est due à cette capacité de générer du spectacle, donc de l'argent, donc des droits télé, donc avoir des sponsors. C'est quand même la grosse révolution des années 70-80, c'est quand même l'arrivée des sponsors énormes au CIO. Donc là, il y a un changement. Et vous dites, par rapport à ça, est-ce que les gens ne croient plus aux Jeux olympiques? Alors moi, je ne crois pas du tout que les gens ne croient plus aux Jeux olympiques. Ils ne croient plus au spectacle. Ils ne croient plus... Ils aiment les émotions, mais je crois qu'il y a un certain, en tout cas en Suisse, on l'a vu, il y a une méfiance de l'énorme événement. Hein, On l'a vu avec Sion, 2020. Extinction Rebellion, ils vont pas aimer les JO. Hein. Et il y a quand même une génération de jeunes qui ne supportera plus. Par contre, on est tous rivés devant nos écrans pour voir ces sportifs. Et moi, ce que j'aime aux JO perso, hein, c'est les sports que personne ne connaît. Ceux qu'on connaît toujours, parfois je me demande si ça vaut la peine de doubler, honnêtement, le championnat du monde d'athlétisme plus le moment olympique. Là, on peut se poser la question. Par contre, dans les petits sports où les gars, pendant 4 années, ils bossent, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de sponsor, et tout d'un coup, ils font l'événement, ça nous fait tous pleurer. Et en ça, je crois que le mouvement olympique, il a un avenir. Ce que vous avez fait dans le cadre de Lausanne 2020, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'était petit. Et des athlètes qui n'avaient jamais eu la possibilité de jouer comme ça, qui l'ont fait. Ça va perdurer. Le spectacle, les grands trucs, ça. Oui, les grands trucs, est-ce que ça va perdurer, hein? Je reprends les grands trucs. Le gigantisme des Jeux olympiques. C'est la grande question, mais c'est la grande question qu'on se posait aussi, les Suisses dans le 2e, 20e siècle, au moment où ils se demandaient si ça valait encore la peine de déposer des candidatures olympiques, puisqu'elles étaient toutes soit refusées par le CIO, soit on avait l'exemple de Sion 68 qui a été refusé par la population valaisanne déjà à l'époque. Donc, c'est une question qui est traitée sur la longue durée, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que la Suisse était d'abord très intéressée, même si elle a organisé Saint-Moritz 28, on l'a dit tout à l'heure, Saint-Moritz 48 également, était très intéressée à organiser les Jeux d'été. Et à partir d'un certain moment, à partir déjà dans les années 50-60, surtout dans les années 70-80, on voit que les acteurs du sport suisse disent « mais ces jeux deviennent trop grands pour nous, trop grands pour la Suisse, trop grands pour les villes suisses, il faut qu'on se tourne vers autre chose à nouveau, retourner vers les jeux d'hiver qui, eux, sont plus à taille réelle, à taille humaine. Et là, on aura peut-être une chance de les organiser. » Alors, il y a eu Lausanne 1994 avec grosse déception. Il y a eu Sion 2006, on l'a dit, il y a eu Sion 2026. Sion 2026, on peut percevoir ça comme, effectivement, ça a été une déception pour beaucoup d'acteurs, pour les gens qui ont travaillé pour cela. C'est aussi, pour l'image de la Suisse à l'étranger, je pense que c'était une grande leçon de démocratie qu'on a donnée sur la scène internationale. On a eu un vote, les gens ont débattu, ont refusé, ça a été très médiatisé. C'est aussi des gains d'image. Alors la question, c'est de savoir si les Suisses aussi, aujourd'hui, ont encore envie d'organiser des Jeux olympiques. Et je pense que ce qu'a dit Nicolas Bidault tout à l'heure est absolument essentiel. En parlant d'Extinction Rebellion, en parlant de toute une génération finalement, si ces Jeux ressemblent à cette génération suivra, cette génération aime faire du sport, aime le pratiquer, aime le regarder. Si elle se sent concernée, elle suivra. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a un décalage trop grand entre les aspirations des organisations et ce qu'elle veut faire du sport, ça ne fonctionnera effectivement pas. Alors, pour qu'elles se sentent concernées, comment on fait? C'est-à-dire, je pense qu'il faut quand même rester optimiste parce que
C'est mon bien. rôle peut-être. Mais non, je pense que parce que justement, Lausanne 2020 a donné un très très bon exemple. Et d'ailleurs, c'était un succès populaire, on peut le dire. Hein. Et localement, bien sûr, peut-être on en a moins parlé internationalement. Mais le point principal pour moi, c'est que Lausanne 2020 a utilisé des installations existantes. C'est-à-dire n'a pas nécessité de construction. Bon, il y a eu des constructions, mais elles étaient déjà prévues ou elles étaient financées par ailleurs. Donc le budget d'organisation a été équilibré, plus ou moins, et donc il n'y a pas eu besoin de construction. C'est ça qui cause les déficits et c'est ça qui cause les scandales et la corruption et la mauvaise image, il faut le reconnaître, de gigantisme, etc. Donc maintenant, le grand défi, c'est de faire passer ce message. Parce qu'effectivement, dans la population, ça fait 20 ans, depuis peut-être, bon, pas sur 2006, mais peut-être depuis 10 ans, on fait passer cette image que les jeux, c'est des déficits, que ça coûte cher, que c'est trop grand, c'est gigantesque, etc. Et cette image, ça prendra du temps de la changer. Et je pense que les Jeux de la jeunesse vont, pas qu'à Lausanne, aussi ailleurs et dans le futur, vont peut-être petit à petit améliorer cette image. Mais ça prendra du temps. Une image, ça ne se change pas en 5 minutes, notamment les images des pays. Vous savez bien, ça bouge très peu et ça bouge très lentement, surtout, dans un sens ou dans l'autre. Donc, voilà, rendez-vous dans 20 ou 30 ans. Les Jeux de la jeunesse, c'est un petit Jeux olympiques. Hein. C'est ça ce qui va se passer? Non, mais je veux dire… Mais ce qui est assez fun dans les Jeux de la jeunesse, c'est là où ils ont commencé à être attaqués. Et là, on sent tout de suite, ils ont été attaqués quand ils ont transporté de la neige en hélico, non, en camion. Vous allez répondre, Virginie. Bam! Alors, c'était le petit truc sympa, ils en font une de travers. Bam! C'est super intéressant, ça révèle beaucoup de choses. Quand le pilote, directeur exécutif fait venir la patrouille suisse, paf! C'est super intéressant comme cadrage. C'était rien par rapport au succès du truc, mais les petits boutons rouges ont été très révélateurs, en fait. Effectivement, je pense qu'on a été très exposés et puis du moment où je suis arrivée, toute sollicitation que j'ai eue, on m'a toujours posé la même question. On revenait sur l'impact, les grands Jeux Olympiques, Sion et c'était récurrent. Enfin voilà, et c'est vrai que n'importe quelle petite chose, on était attendu au tournant et c'est pas évident. Mais si on revient aussi sur cette volonté d'avoir les Jeux, on parle de jeunesse. Il y a aussi quelque chose qui forcément qu'on associe à la jeunesse, c'est l'environnement. Et puis, ben voilà, comment faire un événement sans impact? Enfin, je veux dire, le seul moyen de ne pas avoir d'impact sur l'environnement, c'est de pas de faire d'événement. Donc, c'est pas la solution. Et je crois que ben là, l'objectif aussi, ça va être de créer des événements en diminuant au maximum cet impact. Et on a essayé de le faire, ça a été un gros challenge et moi j'ai été peut-être la première à pas forcément suivre cette décision, mais c'était de se déplacer en transport commun, tous les athlètes, tous les accrédités. Et en tant qu'athlète, et j'aime l'environnement et je suis engagée, je suis ambassadrice dans différentes… Donc, c'est deux choses qui me tenaient à cœur. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est le jour de la compétition, on doit être dans les meilleures conditions. Et puis, ils vont jamais accepter ça. Et puis, en fait, il y a eu un travail à faire. Ben, le CIO a tout de suite nous a suivis, mais ça a été au niveau des comités nationaux olympiques parce qu'il faut changer les mentalités. Et les entraîneurs, ils ont dit, c'est pas possible, on peut pas prendre le train, c'est 2 heures de déplacement, enfin 1h30 en voiture, il faut que la moitié. Et puis, en fait, ils ont compris que c'était un tournant et puis que c'était à eux aussi de montrer l'exemple. Et les jeunes, eh ben, ils n'ont posé aucune question, ils ne se sont jamais plaints, ils ont pris le train, ils étaient heureux. Et ils utilisent ces temps de déplacement d'une autre manière. On va préparer notre compétition avec des temps de récupération, de préparation. Et ben, ces moments, à la place de les faire au village olympique ou sur site, eh ben, on utilise ces temps de transport pour le faire. Donc voilà, c'est plein de choses, il faut arriver. Et je pense que les jeunes ont apprécié, ils ont montré justement le bon exemple et c'était qu'eux qui pouvaient montrer que ça allait fonctionner. S'ils avaient décidé de prendre des bus, eh ben, tout le concept tombait à l'eau. Donc ils ont joué le jeu et franchement, ça m'a énormément touchée, j'ai trouvé ça fantastique. Effectivement, la question de savoir si des jeux peuvent être et doivent être durables, elle est essentielle. Et je pense qu'on peut partir du principe que si les grands événements sportifs ne subissent pas une révolution totale, alors
ils ne seront pas durables parce que dès le moment où on déplace des dizaines de milliers d'athlètes sur un site, c'est déjà un problème en termes écologiques. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est effectivement, soit une possibilité, c'est de revoir complètement le modèle. Là, c'est réinventer les grands événements sportifs internationaux. C'est un travail de longue haleine. Une autre possibilité, c'est de limiter les dégâts, si on veut bien, en termes écologiques, et puis surtout d'apporter autre chose. Et c'est là, peut-être, que la solution est la meilleure pour les organisations sportives internationales, c'est qu'elles proposent autre chose, c'est qu'elles se redéfinissent, qu'elles redéfinissent d'une certaine manière leur but, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lisez les statuts d'une fédération sportive internationale, c'est essentiellement la diffusion de leur sport à l'échelle mondiale. Est-ce que ça, ce n'est pas des buts qui sont amenés à évoluer très rapidement et qui feront qu'en fait, quand le CIO ou quand des fédérations sportives internationales organiseront des grands événements quelque part, eh bien, ils apporteront autre chose en termes de droits humains, par exemple, en termes de lutte contre la pauvreté. Et à ce moment-là, les populations, les gens, les citoyens redeviendront beaucoup plus intéressés parce qu'il y aura une plus-value qui sera beaucoup plus évidente que celle qu'elle est aujourd'hui. Et pour revenir au thème de notre débat aujourd'hui, qui est le lien de la Suisse avec ça, eh bien, je crois que la Suisse va dans une bonne direction à ce niveau-là, puisqu'elle a entamé maintenant, il y a 5 ans, un rapprochement, alors par l'initiative du canton de Vaud, mais avec Genève et avec la mission suisse auprès de l'ONU, notamment un rapprochement des fédérations sportives internationales de Lausanne et des organisations internationales de Genève, pour notamment travailler les questions de droits humains et les discuter dans le sport. Et je pense que ça, c'est vraiment l'avenir à la fois des organisations sportives internationales et donc des grands événements sportifs internationaux. L'image de la Suisse, hein, c'est aussi nos athlètes. Alors, vous avez parlé des athlètes. Bon, alors, la marotte de Nicolas Bidot, c'était heureusement qu'on a Roger Federer, mais demain, on l'a plus. Alors, qui va vendre la Suisse à l'étranger, là? Pas Nicolas Bidot. Qui sont nos futurs stars? Parce que c'est important aussi pour l'image de la place olympique. Ouais. Alors, Marc Hirschi, bon, il n'est pas hyper connu, Marc Hirschi. Moi, je le connais, vous le connaissez. Alors, comme je le disais, je pense qu'on a un niveau d'amateurisme, c'est quand même très intéressant. Hein. J'ai été plusieurs fois confronté à cette question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un sport d'élite dans ce pays? Ce qui est vrai, au fond, si on compare avec les modèles qu'on connaît dans les grandes puissances, Allemagne, pour être proche de chez nous, mais Chine et compagnie, où on a véritablement un sport d'élite. Les Français, ils le font ça parfaitement. Nous, le sport d'élite, au fond, le moment où on fait les sports d'élite, c'est qu'on ne leur fait pas faire le service militaire. C'est quand même balèze, quoi. Et donc, on a un Macolin, ce qui est comme le service militaire, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a effectivement tout de même des moyens, mais par rapport à d'autres pays, très très peu, et on compte au fond sur ce niveau d'amateurisme extrêmement élevé, et ça marche. Parce que par rapport à ce qu'on investit en termes d'argent dans le sport et les résultats qu'on a sur les World Cloud, c'est balèze. Donc moi, je crois dans ce réservoir. Puis après, il faut avoir de la chance, il faut avoir des personnalités hors du commun. Et ça ne s'invente pas. Ça, il faut compter sur la chance. Après, on a quand même des conditions de base assez intéressantes. La plupart du temps, nos athlètes parlent plusieurs langues. Ils sont dans leur jus, quoi. Ils sont intéressants. Vous dites par rapport à ce qu'on investit. Alors, la question, c'est est-ce qu'on ne doit pas investir plus, tout simplement? Non, ça, je pense que c'est fini, ça. Je pense que justement, ce bottom-up dans le domaine du sport et une certaine authenticité, au fond, moi j'y crois beaucoup à ça. Mais c'est marrant parce qu'on parlait je disais, le spectacle, il est foutu. C'est la même question sur la culture. Aujourd'hui, Paléo et Montreux se pètent la gueule, big game. 2-3 Genevois aussi, et ceux qui arrivent à survivre, c'est ces petits festivals culturels où il y a une véritable qualité, un rapport au public. Là, moi, je sens l'avenir, même si ça ne va pas exploser les médias, mais c'est là qu'on doit investir, je pense. Bon, moi, je pense qu'il sera très difficile de remplacer Federer, voire impossible. Enfin, il y a un élément extraordinaire, et c'est vrai que Federer est le Suisse le plus connu au monde, et en Chine, par exemple, lors de la cérémonie d'ouverture, il y a eu des applaudissements quand il a porté le drapeau suisse à l'ouverture. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Il y a un athlète comme ça tous les 50 ans peut-être, et donc je pense qu'on ne va pas le retrouver. Par contre, d'attendre uniquement la chance, c'est-à-dire le futur Federer, ça, c'est peut-être insuffisant. Il faudrait une politique entre les deux
qui tiennent compte de ce fait que Federer, il n'y en aura pas d'autres sans doute pendant quelques années. C'est d'ailleurs une politique, là encore, hein, je ne vais pas faire l'historien qui revient toujours en arrière, mais qui a 100 ans et qui en Suisse a été extrêmement débattue, parce qu'en guerre froide, quand les super grands, l'URSS, les États-Unis s'affrontent et remportent, avec évidemment aussi la RDA et d'autres, apportent toutes les médailles aux Jeux Olympiques, on se dit quelle est encore notre place aux Jeux Olympiques, comment est-ce qu'on peut exister encore au milieu de ces nations. Plus en arrière encore, un exemple très intéressant, c'est les matchs de la Suisse, entre la Nati et l'Italie dans les années 20-30. On a un diplomate en place à ce moment-là qui est Georges Vanière, qui est ministre de Suisse à Rome, donc ambassadeur de Suisse à Rome, et qui dit « c'est pas possible, on a des résultats tellement mauvais face à l'équipe d'Italie de football que ça occupe toutes les pages des journaux, que c'est plus important dans les journaux que les conférences de désarmement qui ont lieu en même temps. Et donc, ça nous fait une image absolument détestable. Qu'est-ce qu'on fait ? Il interpelle le Conseil fédéral, il interpelle Giuseppe Motta, qui est en charge, le Conseil fédéral en charge des affaires étrangères à ce moment-là, et lui dit il faut intervenir auprès de ces organisations sportives. Ce n'est pas possible. Et là, on en revient à la question de l'autonomie et des choix politiques. La Suisse se vante beaucoup, et sans doute à raison, d'être un État libéral en matière de sport, de ne pas trop contraindre ces organisations dans une certaine mesure. Eh bien, là, c'était toute la question qui était posée au Conseil fédéral à l'époque, qui a décidé quand même à ce moment-là de changer les entraînements de l'équipe nationale de football, lui imposer de s'entraîner plus tôt, de se déplacer plus tôt sur place, de rendre plutôt à Rome quand il y avait un match contre l'Italie, ce qui est assez rare, et on pourrait peut-être difficilement imaginer cela aujourd'hui, quoique. Mais tout ça pour dire que c'est une grande question et qu'il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas en même temps avoir un État très libéral dans le sport et puis en même temps avoir une machine à produire des champions, comme le fait un peu plus la France. Un État qui a du coup une diplomatie culturelle qui est très centralisatrice. C'est très différent de ce qu'on a mis. Mais dans la considération du sport, Virginie Fèvre, on s'était parlé un petit peu avant ce débat. Je ne vais pas dire une indiscrétion, mais vous me disiez, certains sportifs ici en Suisse, on leur dit « Ah, d'accord, tu fais du sport, et tu fais quoi à côté ?» Enfin, il y a un manque de considération du métier de sportif en Suisse. C'est ce que vous ressentez? Effectivement, je pense que le sportif professionnel, le sport d'élite n'est pas reconnu en tant que tel en Suisse. Hormis Roger, forcément, ben voilà. Mais enfin, personnellement, j'ai vécu l'expérience. Alors, je viens d'un petit sport, peu médiatisé. Personne ne me connaît, donc forcément, les gens me demandaient, à part du ski, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, je comprends. Moi, ça me c'est pas, ça m'embête pas trop, ça m'a pas trop affecté, merci. Mais bon, ce que j'ai appris, c'est que on a posé la même question à Didier Cuche, à Daniel Yule, et puis eux sont quand même malgré tout des sportifs reconnus. Enfin, alors on parlait du ski qui a perdu de la place. Et puis qui n'est plus un sport, peut-être, c'est quand même toujours un des sports phares de notre pays. Donc, je pense qu'il y a ce problème de mentalité, ça vient de notre culture. Le Suisse aime le sport, pratique le sport, ça c'est indéniable, enfin on le voit. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un juste milieu entre fabriquer des champions, mais peut-être soutenir un petit peu mieux nos athlètes en Suisse. Je pense que là, on a encore du chemin à faire. Le Suisse aime le sport, super pour la transition, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Nicolas Bizot nous disait, il faut miser là-dessus, sur le fait qu'on est une nation sportive, pour notre image. Alors ça, c'est intéressant quand même. Vous avez exposé un petit peu ça, mais peut-être développer, Nicolas Bizot. C'est-à-dire que ça va nous amener de dire qu'on est tous sportifs, qu'on fait du sport en Suisse. Qu'est-ce que ça peut apporter à notre image? Moi, ce que je disais, c'est qu'il faut investir sur la diversification de la perception. Cela dit, je pense qu'il faut investir sur le sport d'élite, c'est juste. Je pense que les entraîneurs, on n'en a pas assez parlé ici, ça c'est probablement un budget que je renforcerai moi. Parce qu'effectivement, les entraîneurs professionnels, l'entraîneur de Liège Prunger, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Laurent Meuvely, lui il fait du 400 mètres. Laurent Meuvely, super exemple. Le type est un entraîneur hors pair. Voilà, il bosse pour les Hollandais. C'est nul, quoi. Je pense que pour pouvoir, mais c'est pas mon métier, mais je pense que pour pouvoir investir sur cet attrait naturel des Suisses pour le sport, je pense que les entraîneurs, c'est un poste
qu'on pourrait bien renforcer, parce que je pense que la plupart du temps, les gros succès sont dus à des entraîneurs. Et là, moi, je mettrai un petit peu là, au lieu de les envoyer chez le militaire, Pierre Macolin. Là, il y a un truc à faire. Et pas prendre les Allemands de l'Est. Non, c'est une blague, mais c'est ce qui nous a un petit peu, en termes de polémique. Non, je disais, la diversification, pour moi, elle m'intéresse dans cet écosystème du sport. Je pense qu'on devrait davantage sentir que nous sommes des spécialistes sur ce lien. Sport et nutrition, je l'ai dit, sport et gouvernance, on est pas mal là, hein, il y a des belles discussions. Mais je pense qu'on n'y voit pas assez, ces discussions. Je pense qu'on pourrait renforcer notre marque là-dessus. Sport et santé, c'est énorme, sport et santé. On a un cluster monstrueux dans ce pays, dans le domaine de la santé. On a la pharma, on a la recherche médicale en tant que telle. Là, je pense que ces aspects-là devraient être mieux communiqués. C'est là-dessus que j'investirais moi. On a besoin, hein, la Suisse, en termes d'image, a besoin de briller davantage dans l'innovation. Recherche, innovation, développer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qu'on ne sait pas vraiment. Qu'est-ce qui est fait, en quoi la Suisse est à la pointe dans certains domaines sportifs. Je ne sais pas, j'aimerais vous développer un petit peu ça avec un ou deux exemples. Sur quel domaine on est très à la pointe, par exemple, dans la recherche et l'innovation dans le monde du sport. C'est un peu vous, les gars. Mais ouais, allez-y, tout le monde peut parler. Mais dans le domaine de la nutrition, par exemple, sur la réflexion du corps, comment est-ce que le corps peut récupérer, peut s'adapter. Il y a énormément de recherches. Je ne peux pas vous en citer les plus poussées ici. Je peux juste vous dire que dernièrement, j'ai fait la promotion d'un médicament qui travaille à base de grenade et sur laquelle on a développé une molécule qui permet aux muscles de récupérer plus vite et de durer plus longtemps. Ça, si vous associez cette grenade avec les sportifs, c'est-à-dire que les sportifs deviennent les porte-parole de la recherche, sans forcément lier ça à de l'argent, ça devient extrêmement intéressant. Vous, 19-30, vous le prenez, ça. J'adore. Monsieur Chaplet, un mot à dire sur ça, peut-être? Je pense qu'il y a un grand avenir pour des startups qui développeraient des interfaces qui permettraient de pratiquer le sport et en même temps de faire de la compétition. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le spectacle sportif va se maintenir, les grands événements vont se maintenir, ça c'est sûr, mais les petits événements vont avoir beaucoup de peine. Et puis, par contre, on a vu aussi pendant la crise que la pratique sportive est très vivante et les gens ont voulu pratiquer, ils n'avaient peut-être pas d'autre chose à faire, mais Federer aussi, par exemple, a favorisé tout ça. Donc, ce qu'il faudrait, c'est des applications, des systèmes qui permettraient, ou des interfaces, qui permettraient à la fois de pratiquer et de concourir avec d'autres, avec soi-même déjà, mais avec d'autres qui seraient virtuellement dans votre compétition virtuelle. Donc ça, c'est à mon avis un grand avenir parce que ça existe déjà. Hein, je ne parle pas de science-fiction, c'est l'application qui permet de savoir combien de pas vous avez fait, combien de kilomètres, etc. Mais à plus grande échelle et pas que pour la course à pied ou le vélo ou l'aviron. Ça existe aussi pour les ergomètres. Mais pour d'autres systèmes, je pense à la natation par exemple, des piscines qui seraient équipées de systèmes qui permettraient à des gens de faire des longueurs et en même temps de concourir pour championnat. Et ça existe déjà en partie. Hein. Par exemple, il y a des championnats électroniques, par exemple le championnat du monde de voile en ligne électronique. Ça existe, mais c'est très peu connu. Et je pense que c'est une question d'interface et de qualité de ces applications numériques qui permettraient de faire ça. Mais bon, voilà, peut-être c'est une idée que d'autres vont explorer. Enfin, j'espère que ThinkSport pourra peut-être développer aussi avec toutes les startups qui en font partie. Alors, on arrive presque au terme du débat. On s'est dit énormément de choses. Maintenant, juste peut-être dernière question à vous tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me dire c'est compliqué de répondre en une réponse, mais pour attirer encore des organisations, pour rester cette place olympique suisse forte et que de nouveaux sports, de nouvelles organisations viennent s'installer. Quelle est la clé? Je pense que la première question à se poser peut-être, c'est est-ce que c'est souhaitable? Sans doute le canton de Vaud, Lausanne diront oui, on s'est demandé, c'est vrai, mais parce que si on se demande comment les attirer, il faut effectivement être sûr qu'on le souhaite. Sans doute qu'on le souhaite, mais il faut bien se dire que ces organisations sportives internationales ont eu leur siège la plupart du temps ailleurs qu'en Suisse, ou en tout cas une grande partie au départ
Elles sont créées fin 19e, début 20e à Paris. Elles bougent dans les grandes capitales européennes ensuite dans les décennies suivantes et y restent pendant très longtemps. Elles viennent principalement en Suisse ces 20 dernières années, 30 dernières années. C'est pas depuis si longtemps que ça. Certes, c'est une très bonne chose si elles y restent, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il y a aussi d'autres endroits peut-être où elles seraient très bien. C'est sans doute pas souhaitable d'un point de vue du tourisme, d'un point de vue de ce qu'elles apportent ici, mais on ne peut pas totalement occulter le fait que c'est possible qu'elles soient ailleurs. Par contre, pour les garder ici, on évoquait tout à l'heure la politique actuelle de rapprochement entre les organisations internationales et les fédérations sportives internationales. Si je le répète, c'est parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument unique. Il n'y a pas de Genève internationale dans le monde, pas de cette manière-là, pas aussi proche d'une Lausanne sportive internationale. Et il faut absolument profiter de cette proximité, non pas juste pour attirer de nouvelles fédérations et pour que la Suisse soit encore plus visible, mais aussi pour améliorer ce que le sport apporte aujourd'hui au monde et aux gens qui le peuplent. Virginie Fèvre, il faut miser sur quoi pour rester une place olympique forte? La question facile, la question qui tue, la question de fin. Non, enfin voilà, c'est tout le sujet de ce débat. Et puis, moi, je pense que c'est important aussi peut-être d'intégrer la population suisse à toutes ces fédérations et qui se sentent plus concernés, qui retrouvent cette confiance justement enfin, dans le sport. Et puis, on pourra peut-être passer aux étapes suivantes. Jean-Loup Chaplet, c'est à vous. Alors, moi, je ne vais pas vous dire, j'ai eu la chance de pouvoir réfléchir un tout petit peu. C'est de la triche. Pas vous dire ce qu'il faut faire, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et à mon avis, ce qu'il ne faut pas faire, c'est attendre que ça arrive. C'est-à-dire d'attendre le prochain fédéraire ou d'attendre le prochain président suisse qui va être extraordinaire pour la place olympique suisse. Il faut une véritable politique. Il faut prendre un certain nombre d'initiatives et qui sont peut-être pas non plus extraordinaires, hein, mais il s'agit d'y réfléchir et il s'agit de les cibler. Donc ça, c'est à mon avis indispensable. Ne pas s'endormir sur ses lauriers et attendre que la chance et l'aubaine se déroulent. Et enfin, Mais Nicolas Bidault. C'est pas simple. Hein. Non, ça c'est sûr. Mais il fallait bien une question de conclusion. Non, moi, je pense que lorsque je vois ces différentes fédérations, j'ai bien aimé ce qu'a dit Quentin Tonnerre dans le rapprochement entre ces fédérations et puis la Genève internationale. Mais bon, c'est pas non plus ça c'est pas extrêmement visible, mais c'est intéressant. Mais parfois, je me dis, j'espérais parfois que ces associations sortent de leur précaré, parce qu'elles sont quand même relativement dans leur précaré. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant. Pourquoi est-ce que ces associations ne se réunissent pas autour d'un programme de recherche lié justement sport et santé? Mais c'est valable pour nous. Hein, lorsqu'on voit le Fonds national ou Inno-Suisse, le sport, ce n'est pas vraiment un cluster. On va retrouver le sport ici et là. Je pense que ça serait très intéressant d'avoir une ligne de recherche dans le domaine du Fonds national sur le sport, d'avoir effectivement de créer un mouvement où on investit de l'argent typiquement dans le sport, parce que ce qu'on peut en retirer, c'est énorme, et d'avoir ces fédérations qui sortent de leur pain quotidien, de la diffusion et des compétitions, pour justement être ce trait d'union entre des questions de société qui sont essentielles pour demain et le sport. Alors, c'est un peu compliqué comme réponse, mais sortir des territoires, voilà. Bien, merci beaucoup à vous quatre. On doit s'arrêter là. Il y a bien un moment où il faut s'arrêter. On pourra encore parler très longtemps. Merci infiniment. Nicolas Bidault, Jean-Loup Chaplet, Virginie Fèvre et Quentin Tonnerre.